Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va commencer dans un petit instant. Et avant ça, je voulais profiter du temps que j'ai, le temps que tout le monde se connecte, pour remercier dans un premier temps l'Institut Actuaire qui m'a permis de faire cette présentation de mémoire. Et dans un second temps, les équipes du cabinet PwC et plus particulièrement mon tuteur, donc Alexandre You, pour son encadrement. Je vous propose de démarrer. Donc, le thème aujourd'hui, ce sera le provisionnement en assurance non-vie et plus particulièrement les extensions stochastiques de méthodes usuelles pour le calcul de l'ajustement pour risque de la norme IFRS 17. Donc, je vous propose de commencer par une petite introduction générale donc, du provisionnement en assurance non-vie et de la norme IFRS 17. Ensuite, dans une première partie, je présenterai les méthodes usuelles de provisionnement avant de passer aux extensions stochastiques qui me serviront au calcul de l'ajustement pour risque, donc à travers des exemples concrets en données réelles et simulées. Donc tout d'abord, la principale caractéristique de l'assurance, c'est le cycle de production inversé. Donc si dans la majorité des cas, les coûts d'un produit sont connus à l'avance, ce n'est pas le cas pour l'assurance. Et donc cette spécificité va avoir deux conséquences. Donc la première, c'est la nécessité de bien tarifer donc le montant à demander à l'assuré. Donc ça, c'est le rôle du pôle tarification. Et dans un second temps, c'est de mettre en place des outils mathématiques pour garantir qu'il y aura toujours au passif du bilan les sommes nécessaires au respect de l'engagement de l'assureur. Et donc ça, c'est le rôle du pôle provisionnement. Donc c'est le rôle qui va nous intéresser pendant cette présentation. Donc même si les assureurs ne connaissent pas la charge finale qu'ils auront à payer, ils doivent quand même être en mesure d'honorer leurs engagements et la constitution de réserve va donc être une étape essentielle. Donc, dans le cadre de l'assurance non-vie, voici les 7 provisions qui existent. Donc, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous reconnaîtrez la provision mathématique des rentes, la provision pour primes non acquises, donc provision qui en fait permet de savoir les primes restant à émettre, donc qui se rapporte à la période comprise entre la date d'inventaire et la date de prochaine échéance de prime ou de fin de contrat. Nous avons également les provisions pour risques en cours, les provisions pour sinistres à payer. Donc, ce sont les provisions qui vont nous intéresser dans la suite. Donc, ce sont les provisions qui correspondent à l'estimation des dépenses, donc nécessaires pour régler tous les sinistres qui sont survenus, mais qui ne sont pas encore payés. Donc, ensuite, en autre provision, il y a les provisions pour risque croissant, les provisions pour risque d'exigibilité et les provisions pour égalisation. Donc, si on s'intéresse plus précisément aux provisions pour sinistres à payer, il existe différentes normes en fonction du type de l'entreprise d'assurance. Donc, si elle est cotée ou non, si elle opère en France, à l'international ou dans l'Union européenne. Donc, les premières normes que tous les assureurs en France doivent répondre, c'est les normes françaises. Donc, les normes françaises, dans ce référentiel, les provisions techniques sont en fait définies comme suffisantes pour le règlement intégral des engagements donc pour l'assuré. Donc, cette notion de suffisance, en fait, ça laisse la possibilité d'avoir une marge de prudence dans l'estimation des provisions. Et donc, ça n'impose pas de calcul précis. Donc, la politique de provisionnement va fortement influer sur le niveau des provisions. Donc, si on a une politique en fait qui est prudente, les provisions techniques vont être du coup ici plus importantes, la marge sera plus grande, et donc les capitaux propres, donc le résultat, va diminuer. À l'inverse, si on a une politique où les provisions techniques sont un peu plus faibles, le résultat va donc augmenter et les capitaux propres aussi. Donc, pour garantir la fiabilité du calcul des provisions, et notamment la détermination de cette marge de prudence, les commissaires aux comptes et la CPR s'assurent que les engagements de l'assureur sont correctement provisionnés. Donc, la deuxième norme qui va nous intéresser, c'est la norme solvabilité 2. Donc, elle est rentrée en application en 2016 et elle permet de comparer les entreprises qui évoluent dans l'Union européenne, ce qui n'était pas possible avant, du fait des différences dans les différentes normes nationales. Donc, dans ce référentiel, les provisions techniques sont maintenant définies comme la somme d'un best estimate, donc qui n'inclut aucune marge de prudence. Donc, c'est vraiment la meilleure estimation en fait qui est possible de nos SAP et une marge de risque. Donc, marge de risque qui est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques
soit équivalente au montant que les entreprises auraient à payer si elles devaient reprendre et honorer les engagements d'un autre assureur. Et donc, cette marge de risque est déterminée via une méthode de coût en capital, donc qui est détaillée dans la norme solvabilité 2. Et enfin, la dernière norme, donc c'est les normes IFRS. Donc, ces normes, elles concernent les comptes consolidés des entreprises qui sont cotées ou qui émettent de la dette sur un marché public. Donc, la norme IFRS 17 est entrée en application en janvier dernier et elle permet de comparer les états financiers des entreprises à l'international. Donc, elle a concerné à peu près 450 sociétés d'assurance. Et la principale différence avec la norme IFRS 4 qui était jusqu'à présent appliquée, c'est le fait que le passif va être comptabilisé en valeur de marché. Donc, ça veut dire que pour les provisions techniques, on va avoir 3 blocs donc pour calculer les provisions techniques. On va avoir le premier bloc qui est la PVFCF, donc qui correspond à la meilleure estimation des engagements de l'assureur envers l'assuré. Nous allons avoir l'ajustement pour risque, donc qui correspond à la compensation que l'assureur requiert pour supporter l'incertitude des flux liés au risque non financier, donc tant sur les montants que sur les dates d'occurrence. Et enfin, on va avoir la CSM, donc Contractual Service Margin, qui représente les profits futurs attendus et qui permet de lisser le résultat sur toute la durée du contrat. Donc en fait, la PVFCF, elle ressemble un petit peu à la définition du Best Estimate de solvabilité 2, sauf que la courbe des taux utilisée n'est pas la même et que du fait que en solvabilité 2, on est en line of business et en IFRS 17, on sera en use of accounts, il y aura peut-être des petits écarts. Et similairement, du coup, l'ajustement pour risque est assez proche de la notion de marge de risque, même s'il n'y a aucune en fait, définition précise dans la norme sur la manière de le calculer. Donc, il sera vraiment lié à l'appétit au risque, au degré de diversification des assureurs, et c'est à eux de choisir la méthode qu'ils choisiront pour le calculer. Donc, nous, ce qu'on a retenu dans le mémoire, c'est une méthode quantile, où on va estimer en fait une distribution des provisions et calculer un quantile à un certain niveau pour pouvoir avoir l'ajustement pour risque. Donc, si on se concentre un peu plus sur la norme IFRS 17, il existe 3 modèles différents. Donc, le premier modèle, c'est le modèle général, donc le modèle BBA, donc, qui est le modèle par défaut pour l'ensemble des contrats. Le second modèle, c'est le modèle PAA, donc qui, lui, est une approche simplifiée pour les contrats à durée courte ou pour les contrats dont l'évaluation n'est pas significativement différente du modèle classique. Donc, un exemple de contrat qu'on peut avoir, c'est les contrats multi-risque habitation. Donc, en fait, c'est typiquement le modèle qui sera retenu en assurance non-vie par la majorité des acteurs du marché. Et le dernier modèle que l'on va avoir, c'est le modèle VFA, donc, qui est un modèle pour les contrats à participation directe, donc comme les contrats, par exemple, euros. Donc, sur chacun des modèles, les provisions vont se séparer en 2 parties. Donc, la partie LIC, qui correspond aux engagements passés, donc les sinistres qui sont survenus mais pas encore payés ou pas encore clôturés, et la partie LRC pour les événements futurs. Et donc, si on se place dans le cadre du modèle PAA qui a été retenu par la majorité des acteurs, il n'y a pas besoin de calculer de CSM et le LRC sera calculé comme les PPNA diminués des frais. Donc ici, vous voyez la petite illustration de la PPNA dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sur la partie LIC, l'estimation sera en fait la somme d'un BE et d'un RA LIC, où en fait le BE correspond au PSAP économique et le RA correspondra à notre niveau, enfin la différence entre notre quantile choisi et le BE. Voici la formule dans le cadre du modèle PAA. Donc, passons maintenant aux méthodes usuelles de provisionnement. Donc, pour estimer les montants des PSAP, on va utiliser ces méthodes. Et donc, on nécessite d'abord de savoir où est-ce qu'on se situe dans le cycle de vie d'un sinistre. Donc, si le sinistre est survenu, déclaré et clôturé, il n'y aura aucune SAP puisque les engagements de l'assureur sont terminés. En revanche, si le sinistre est survenu, il a été déclaré à l'assureur, mais qu'il n'est pas encore clôturé, tous les montants qui vont survenir après la date d'inventaire et jusqu'à la clôture du sinistre sont des montants qui seront approvisionnés. Donc, il en est de même pour un sinistre qui serait survenu, mais dont l'assureur n'aurait pas encore connaissance, puisqu'il n'a pas encore été déclaré à la date d'inventaire. L'ensemble des montants seront aussi approvisionnés.
Donc, les PSAP, en fait, vont se décomposer en plusieurs montants. Donc, le premier montant, c'est le montant dossier-dossier qui sera déterminé par le gestionnaire sinistre au moment de la déclaration du sinistre à l'assureur. Donc, ici, sur la petite flèche orange. Et ensuite, il y aura les IBNR, donc, qui correspondent à tous les montants qui interviendront après. Donc, que ce soit parce qu'ils n'ont pas été assez provisionnés. Donc, par exemple, s'il y a eu un passage d'expert ou pour des montants dont on n'avait pas encore connaissance, donc dans ce cas-là. Donc, les méthodes visuelles de provisionnement se basent sur les triangles de provisionnement. Donc, sur ces triangles, on a sur la partie supérieure des observations et sur le triangle inférieur, on va chercher à faire des prédictions. Donc, dans ce triangle, les lignes correspondent à des années d'accident ou années de survenance et les colonnes correspondent aux années de développement. Donc, les diagonales correspondent, elles, aux années calendaires. Donc, ici, on se place avec des années, mais il aurait été possible de sélectionner des mois ou des trimestres en fonction de comment est-ce que le provisionnement est fait dans chaque entreprise. Donc, les montants ici, ce sera des montants cumulés ou incrémentaux, et ça peut être des montants, du coup, sur des charges ou sur des paiements. Donc, la première méthode de provisionnement dont on va parler, c'est la méthode Chain Leader. Donc, cette méthode, c'est la méthode de référence, donc, qui est utilisée par la majorité du marché, de par sa simplicité. Donc, cette méthode, elle suppose que ce qui s'est passé va avoir tendance à se reproduire et que donc, il va falloir calculer des facteurs de développement permettant de passer d'une année de développement à une autre afin d'obtenir une charge ultime. Donc, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut vérifier deux hypothèses. Donc, la première, c'est que les années de survenance soient indépendantes. Et la deuxième, c'est que les rapports de proportionnalité soient identiques, c'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser qu'un seul facteur de développement pour passer de l'année 1 à l'année 2 ou de l'année 2 à l'année 3, etc. Donc, c'est-à-dire que les années de développement sont les seules variables explicatives du comportement des sinistres. Les années de survenance, elles, n'ont pas d'importance. Donc, dans le cadre où les hypothèses ne sont pas vérifiées, il est possible ici, dans la formule à droite, de rajouter des poids, donc en haut et en bas. Et ces poids, en fait, permettront de se ramener dans un cadre où la méthode est utilisable. Donc, pour savoir comment est-ce qu'on choisit ces poids, il existe en fait différentes méthodes. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la méthode un peu choix d'expert, où on sait que certaines années ne vont pas être représentatives du futur. Donc, si par exemple, on sait qu'il y a eu un problème de gestion sur une année ou qu'on sait que une année ne va pas être représentative du futur, on peut choisir de l'enlever ou même d'enlever uniquement certains coefficients. On peut également être prudent en enlevant les coefficients maximaux et minimaux. Et on peut aussi également choisir de garder, par exemple, que les dernières observations, donc en gardant, par exemple, que les dernières diagonales, si on sait que la gestion des sinistres a changé. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est son côté multiplicatif qui est assez intuitif. Par contre, ce côté multiplicatif a aussi un gros désavantage, c'est le fait que si la dernière charge connue est nulle ou proche de 0, en fait, la charge ultime sera nulle ou proche de 0. Et donc, en fait, les provisions seront sous-estimées. Et donc, pour pallier à cette méthode, une autre méthode est très utilisée en pratique, c'est la méthode Bornhutter-Ferguson. Donc, la méthode classique de Bornhutter-Ferguson suppose qu'on reprenne les cadences de Chain Leader et qu'on utilise un ratio a priori, donc un ratio ultime sinistre sur prime a priori, donc que je vais dans la suite appeler ULR pour Ultimate Loss Ratio. Et en fait, ce ratio sinistre à prime a priori est déterminé par les souscripteurs ou par des données de tarification et donc exogène au triangle. Et en fait, dans la version classique de Bornhutter-Ferguson, on a une sorte de crédibilité entre du coup ce qui serait donné par la méthode Chain Leader pour les années anciennes et la méthode Bornhutter-Ferguson par le loss ratio sur les années récentes. Le problème d'utiliser ça, c'est que la cadence est liée quand même à la méthode Chain Leader, donc c'est pas une méthode totalement indépendante. Et en plus, le ratio sinistre à prime a priori qui est déterminé, il est exogène, c'est-à-dire qu'il dépend fortement de comment est-ce qu'on l'a calibré. Donc, pour pallier à ça, Thomas Mack a développé en 2006 un Bornhutter-Ferguson qui permet en fait d'estimer des ultimate loss ratio et une cadence à partir uniquement du triangle. Donc, pour calculer l'ultimate loss ratio, on va se servir d'un triangle incrémental
et on va calculer des ILR, donc Incremental Loss Ratio, donc défini comme vous voyez sur le côté de l'écran. Et on va ajouter ici le petit, donc les V étant les primes et le SIJ étant les montants incrémentaux. Et ce qu'on va rajouter, on va venir ajouter un facteur d'adéquation, donc qui est relatif à chaque année de survenance, parce qu'en fait, le niveau d'adéquation va mesurer le changement qu'il y a entre le ratio technique des polices à leur date d'expiration par rapport à leur date de renouvellement. Et ça va permettre de voir si une année de survenance est inférieure aux autres années en moyenne. Et donc, ce petit R ici va permettre d'avoir un facteur multiplicatif pour les primes qui va permettre de les ajuster à un niveau moyen. Donc, pour pas avoir, en fait, si une année, par exemple, les primes sont très, très basses, avoir quelque chose d'assez erratique par rapport au reste. La cadence sera définie par la position de l'ILR par rapport à l'Ultimate Loss Ratio, donc définie comme la somme de tous les ILR jusqu'à la fin. Donc, cette méthode permet d'avoir une estimation indépendante de la cadence et des Ultimate Loss Ratio, donc indépendante du Schneider, et d'utiliser uniquement les données du triangle, donc pas de données exogènes. En revanche, dans la proposition de Thomas Mack, il n'y a pas de possibilité de rajouter des poids dans le cas où la méthode ne serait pas applicable. Donc, dans le cas où, en fait, les incréments ne seraient pas indépendants. Donc, l'objet du mémoire, ça a été de rajouter des poids, en fait, ici en haut et en bas pour rendre possible la sélection de certaines années pour se remettre dans un cadre où, justement, les hypothèses seraient validées. Donc, une autre méthode qui est utilisée en complément de Chain-Leader, c'est la méthode du coût moyen. Donc, la méthode du coût moyen est assez simple. Elle consiste à faire un Chain-Leader sur un triangle de nombres, un Chain-Leader sur un triangle de coût moyen, et à calculer les provisions grâce à la charge finale, donc qui est calculée comme le produit entre la charge finale du triangle des coûts moyens et la charge finale du triangle des nombres. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est d'estimer séparément les effets liés au nombre des effets liés au coût moyen. Mais par contre, elle nécessite d'avoir l'information sur les nombres de sinistres, ce qui n'est pas toujours le cas. Et enfin, un autre type de méthode qui est très utilisé en pratique, c'est les méthodes factorielles. Donc, les méthodes factorielles sont des méthodes qui supposent que les incréments sont définis comme un produit d'un effet survenance, d'un effet développement et d'un effet calendaire. Donc, la méthode qui va nous intéresser par la suite, c'est la méthode par séparation ou méthode de Verbeek-Taylor. Et donc, cette méthode, elle a été développée dans les années 70 parce que suite au choc pétrolier de 73 et 79, l'inflation était très élevée et très instable. Et donc, il apparaissait important de pouvoir intégrer l'inflation dans le provisionnement, puisque les sinistres étaient réglés sur des périodes très longues et que sans prise en compte de l'inflation, les provisions ne prenaient pas en compte l'ensemble du risque. Donc, Taylor s'est basé sur les travaux de Verbeek et a proposé donc une méthode où les incréments sont définis comme le produit d'un effet survenance, d'un effet développement, pardon, et d'un effet calendaire. Donc l'effet calendaire étant typiquement l'inflation. Donc pour pouvoir utiliser cette méthode, il ne faut donc pas d'effet survenance. Donc il faut travailler sur des coûts moyens, un triangle de coûts moyens. Donc ça voudra dire qu'il faudra estimer en fait les nombres à l'ultime par une méthode de Chain-Leader d'un côté et sur les coûts moyens appliquer la méthode de séparation. Donc, pour la méthode de séparation, on va faire une hypothèse importante qui est que les Y1 jusqu'à YN, donc mes effets de développement, à la fin, ça doit faire 1. Et donc, une fois qu'on a ça, en fait, on peut, par itération, en déduire les valeurs de lambda et de Y. Donc, en prenant, par exemple, la dernière diagonale, comme on sait que la somme des Y doit faire 1, on peut en déduire la valeur de lambda n. Ensuite, on peut en déduire la valeur du coup de YN, et ainsi de suite. Et donc, à la fin, on obtient une valeur des provisions. Donc, valeur ici, Y fois lambda estimée, donc pour la partie méthode par séparation, et le N estimé, donc qui est le nombre estimé par la méthode de Chain-Leader sur le triangle des nombres. Donc, une petite remarque sur cette méthode, c'est le fait qu'il faut projeter, en fait, les lambdas. Il faut les extrapoler parce qu'on a besoin, en fait, de compléter la fin du triangle et que l'effet diagonal ne s'arrête pas simplement à la dernière observation. Donc, pour pouvoir extrapoler ces valeurs, il y a différentes méthodes qui peuvent être envisagées. Donc, une régression linéaire ou
polynomiale. On peut penser aussi à une inflation constante ou alors à une inflation, par exemple, qui suivrait les recommandations de la Banque de France. Donc, dans le cadre du mémoire, nous, ce qu'on a retenu, c'est une régression linéaire. Donc, ces méthodes permettent de donner des estimations, donc des montants de PSAP. Par contre, elles ne permettent pas de calculer l'erreur de prédiction, donc liée à cette estimation. Or, lorsqu'on estime, en fait, on se trompe. Enfin, il n'y a pas de vérité. C'est pas forcément vrai ce qu'on dit. Donc, du coup, il faut qu'on sache l'erreur qui est associée à notre prédiction. Et s'il y a beaucoup de méthodes en fait qui sont déterministes pour calculer le BE, il y a très peu en fait d'extensions stochastiques de ces méthodes qui permettent de mesurer réellement l'erreur de prédiction associée à l'estimation de la méthode. Donc le but, donc dans le mémoire en fait, ce qu'on a fait, c'est on a essayé d'étendre les versions déterministes à des versions stochastiques pour pouvoir calculer l'erreur de prédiction associée à chacune des méthodes que je viens de présenter. Donc pour cela, donc comme le développement est estimé, on a utilisé une mesure de l'erreur. Donc on a utilisé la MSEP, la Mean Square of Prediction, donc qui mesure l'écart entre la variable aléatoire et son prédicteur. Et en fait, cette mesure est décomposée en deux termes. Donc une erreur d'estimation qui est liée à l'incertitude sur l'estimation des paramètres et une erreur de processus qui correspond à la manifestation de la réalisation d'un processus aléatoire. Donc, l'erreur de processus, en fait, ne pourra jamais être diminuée, puisque, en fait, c'est une erreur qui est liée intrinsèquement à la méthode utilisée, alors que l'erreur d'estimation pourra être diminuée si on estime mieux les paramètres. Donc, hop, je vous présente ici les formules donc, pour les différentes méthodes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le petit code couleur, donc en violet pour l'erreur de processus et en orange pour l'erreur d'estimation, puisque c'est grâce à ça, en fait, qu'on a réussi à calculer une version stochastique de chacune des méthodes. Donc, c'est en décomposant la MSEP en erreur de processus et erreur d'estimation pour chacune des méthodes, donc y compris pour les versions pondérées qui n'existaient pas ou pour la version du coût moyen qui n'avait pas d'erreur de processus ou d'erreur d'estimation de disponible. Donc, on retrouve bien à chaque fois le même code couleur. Et pour le coût moyen, la petite spécificité, c'est que du coup, l'erreur de processus va en fait être la somme des erreurs de processus sur le triangle des nombres en rouge et sur le triangle des coûts moyens en bleu. Et l'erreur d'estimation va, elle, être la somme des erreurs d'estimation sur le triangle des nombres et le triangle des coûts moyens, plus un terme en fait d'erreur croisée. On peut ensuite se poser la question de savoir comment est-ce qu'on estime l'erreur de prédiction si on utilise une combinaison, par exemple, de la méthode Chain-Leader, de la méthode Banter-Ferguson, de la méthode coût moyen. Donc, par exemple, il est courant d'utiliser la méthode Chain-Leader pour les années anciennes et d'utiliser un Banter-Ferguson pour les années récentes. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'erreur de prédiction associée à un mix de méthodes? Donc, voici la formule qui a été développée pour pouvoir calculer cette erreur de prédiction donc, en utilisant n'importe quelle méthode. À partir de méthodes qui utilisent une formule fermée. Donc, pour Chain-Leader, Banter-Ferguson et le coût moyen. Donc, pour la méthode par séparation, on est parti plutôt sur un bootstrap. Donc, c'est-à-dire que on va utiliser du rééchantillonnage. Donc, on va appliquer la méthode sur notre triangle initial. On va en déduire du coup nos estimations du nombre ultime, du lambda et des Y, donc des facteurs liés au développement, des facteurs liés aux années calendaires. Et ensuite, on va faire des simulations. Donc, on va commencer une boucle et on va simuler des triangles de nombres et des triangles de coût moyen. Et donc, on va simuler, en fait, pas seulement le triangle supérieur, mais on va aussi simuler le triangle inférieur. Et donc, en fait, ce triangle, donc ces deux parties de triangle, on va les séparer. Donc, on va ensuite retenir que le triangle supérieur et on va estimer, à l'aide de la méthode par séparation, le triangle inférieur. Or, comme on a simulé l'ensemble donc, du triangle, à la fois la partie observée, à la fois la partie qui est censée être prédite, en fait, on va pouvoir calculer l'erreur donc liée à l'écart qu'il y aura entre les provisions ici en orange, qui ont été calculées par la méthode, et le triangle ici en bleu, qui était le triangle simulé.
Et donc, en répétant cette procédure un grand nombre de fois, on va être capable d'approximer la distribution des provisions. Donc, sur la dernière partie, on va appliquer ces méthodes donc, au calcul d'ajustement pour risque. Donc, tout d'abord, un petit mot sur les données. Donc, on a utilisé des données de portefeuille d'assurance automobile. Donc, l'assurance automobile, ça représente à peu près 40% de l'ensemble des primes si on parle d'assurance de biens et de responsabilité. Et la branche qu'on a étudiée, c'est la branche RC, donc responsabilité civile des véhicules terrestres et automoteurs, qui se décompose en RC corporel et RC matériel. Donc la RC corporelle, c'est l'indemnisation des piétons, des cyclistes ou des passagers suite à un accident responsable, par exemple. Et la RC matériel, ça va être l'indemnisation des dommages causés à un véhicule, causés à un équipement urbain, causés à quelque chose qui est du coup matériel. Donc, si le nombre, en termes de nombre, la RC corporelle ne représente que 2%, en termes de montant, en fait, elle représente 35% de l'assurance automobile. Donc, c'est quand même vraiment une type de garantie à bien provisionner, puisque du coup, la RC représente environ 50% de la charge globale. Ces deux types de sinistres n'ont pas du tout le même développement, puisque les sinistres matériels vont en général être réglés assez rapidement. Donc, on considère que c'est une branche assez courte ou intermédiaire à la rigueur, où en général, au bout de 5 ans, on va avoir tous les paiements qui vont être faits. Alors que sur la RC corporelle, on va vraiment être sur une branche longue, où des fois, le développement peut prendre plus de 20 ans, puisque dans le cadre de la RC corporelle, ça dépend de l'état de santé de la victime et la consolidation, pardon, peut prendre beaucoup de temps, ce qui fait que l'assureur ne proposera en fait son indemnisation que tardivement, puisqu'il faut attendre vraiment que l'état de santé soit fixe et n'évolue plus dans le temps. Donc, au niveau des données qu'on a retenues, on a utilisé 2 jeux de données réels, donc issus pour le premier jeu de sinistres en affaires directes sur des polices françaises, donc entre 1996 et 2021. Donc, sur ces polices, il y avait des regroupements par groupe homogène qui étaient faits. Donc, c'est-à-dire que les sinistres étaient séparés en classes attritionnelles, larges et exceptionnelles. Donc, les sinistres attritionnels étant des sinistres de fréquence et les sinistres exceptionnels étant des sinistres assez graves avec une sévérité importante, mais avec une fréquence faible. Sur le deuxième jeu de données, on a utilisé cette fois-ci des sinistres en acceptation de réassurance pour des polices anglaises. Donc, l'intérêt de sélectionner ce jeu de données, c'était pour pouvoir voir les limites de chain leader, puisque en acceptation de réassurance, on a souvent des montants nuls sur les premiers, en fait, sur les premières informations disponibles pour l'année en cours. Et police anglaise, puisque en fait, au Royaume-Uni, il y a un taux légal pour l'actualisation des rentes, qui est le taux Ogden, qui a en fait évolué donc, en 2017 et en 2019, et qui crée du coup un effet calendaire qu'il faudra retraiter pour pouvoir utiliser les méthodes. Donc voici les résultats obtenus donc, sur les données. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que toutes les méthodes ne sont pas utilisables pour toutes les données. Et en calculant du coup les erreurs de prédiction à l'aide des méthodes stochastiques, on se rend compte que la méthode Born-Ferguson pondérée semble donner les erreurs de prédiction les plus faibles. Donc en fait, ça ne veut pas dire que la méthode Born-Ferguson pondérée va donner les meilleures estimations, mais simplement que l'erreur liée à cette estimation sera plus faible. Et donc c'est un critère qu'on a envie de retenir pour sélectionner les méthodes à appliquer dans la suite. Donc, suite à ce constat, on a cherché à savoir si on pouvait généraliser cette observation. Donc, est-ce que la méthode Born-Ferguson est toujours la meilleure méthode enfin, dans le sens où est-ce qu'elle donne toujours l'erreur de prédiction la plus faible et pour ça, on a utilisé un package R, donc le package synthétique, qui permet de simuler des données cohérentes avec l'expérience d'un portefeuille de responsabilité civile automobile qui est anonyme. Et donc, on peut calibrer donc, la fréquence, le coût, les délais de déclaration et de traitement des sinistres, le nombre de paiements, leur montant et le délai entre chacun des paiements, ainsi que l'inflation, à partir en fait de ces données sous-jacentes qui sont anonymes.
Donc, on s'est basé sur donc, différents paramètres. Donc, on a choisi les lois usuelles, donc les lois les plus utilisées en pratique, que ce soit pour la fréquence ou pour les coûts. Et on a ensuite calibré ça par rapport aux moyennes et aux variances observées dans le portefeuille anonyme. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rester au plus proche de la réalité. Donc, par exemple, sur le nombre de paiements, on a considéré que des montants élevés auraient plus de paiements que des montants faibles. Et on a considéré également que les montants des paiements ne seraient pas de la même envergure en fonction du nombre de paiements. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de paiements, c'est souvent que c'est un sinistre grave, donc souvent que on attend que la consolidation soit faite avant de proposer l'indemnisation finale. Donc ça veut dire qu'on s'attend à ce que les paiements les plus importants surviennent à la fin. Donc les premiers paiements étant juste les paiements frais d'hospitalisation ou frais médicaments, donc des frais assez faibles par rapport à l'indemnisation principale. Et donc, on a cherché également à modéliser ça, donc à mettre des poids plus importants sur les derniers paiements que sur les premiers dans le cadre d'un nombre de paiements important. Et pour l'inflation, dans l'hypothèse centrale, on a considéré une inflation constante à 2%, mais on a également fait des sensibilités où l'inflation serait constante à 5% ou suivrait des projections macroéconomiques de la Banque de France. On a également testé les sensibilités en changeant la loi de fréquence, donc en passant sur une loi binomiale négative au lieu d'une loi de Poisson, ou simplement en décalant la moyenne à 200 au lieu de 90. On a également testé ça sur la loi Weibull pour les coûts, et on s'est rendu compte qu'en fait, de manière générale, la conclusion était toujours la même. Donc, ceci, ça présente le graphe des erreurs de prédiction, donc en fonction du nombre de simulations et en fonction des méthodes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la conclusion est qu'il semble y avoir une hiérarchie des méthodes. La méthode d'Herbect-Taylor semble donner l'erreur de prédiction toujours la plus faible. Donc, elle est largement en dessous, donc c'est la courbe qui est rose tout en bas. Ensuite, les courbes vertes, donc qui représentent les courbes de la méthode Born-Ferguson, semblent ensuite donner des erreurs de prédiction également plus faibles que la courbe bleue, qui est la courbe du coût moyen. Et la courbe du coût moyen donne, elle, des erreurs plus faibles que la courbe de Chenleder. Donc, on se rend compte que la méthode qui est la plus utilisée en pratique, qui est la méthode de Chenleder, donne pas forcément l'erreur de prédiction la plus faible, mais du fait de sa simplicité et de sa grande généralité, elle est très, très utilisée en pratique et très utile en pratique. Donc, si on s'intéresse à l'ajustement pour risque, donc dans la norme FRS 17, il n'y a pas de définition précise, mais il y a des principes généraux. Donc, vous voyez ici, donc une cohérence avec le niveau de risque. Donc, plus le risque est important, plus on va vouloir avoir un ajustement pour risque important. Une cohérence avec la duration des engagements. Donc, plus les engagements sont longs, plus le risque sera important. Une cohérence avec les données, une cohérence avec la sévérité. Mais en fait, nous, comme on a utilisé des formules fermées, on va avoir besoin de faire des hypothèses de loi, puisqu'on se base sur une approche quantile. Et donc, les lois qu'on va utiliser sont les lois log normale et gamma. Donc, c'est les lois les plus utilisées pour définir du coup des courbes de répartition du coup des PSAP. Donc, je vous présente ici le résultat pour deux classes de sinistres du portefeuille français, donc la classe attritionnelle et la classe exceptionnelle. Donc, on a pu calibrer notre loi en fonction des paramètres, donc best estimate, donc le BE, qui est en fait notre valeur moyenne, et notre variance, qui est représentée par l'erreur de prédiction. Et une fois qu'on a calibré la loi, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retienne un quantile d'un certain pourcentage. Donc, on a remarqué que sur le marché, en général, le quantile retenu, c'était de l'ordre de 70-80%. Donc, on a retenu 80%. Et pour la mesure de risque, on a retenu la value at risk parce que c'est la mesure de risque la plus utilisée et la plus interprétable. Et donc, une fois qu'on a notre quantile à 80%, l'ajustement pour risque va en fait être ici la petite flèche orange, donc entre le niveau de quantile à 80% et le BE. Donc, ce que l'on remarque, c'est que les lois n'ont pas forcément, le choix des lois n'a pas forcément beaucoup d'influence sur le niveau sur le niveau de l'ajustement pour risque, bien que il peut y avoir des différences plus importantes
si on se place par exemple dans la classe exceptionnelle. Donc pour conclure sur la présentation, donc on est parti sur la nécessité de calculer un ajustement pour risque, donc lié à la mise en place de la norme IFRS 17 cette année. Et on s'est rendu compte que la plupart des méthodes déterministes n'avaient pas de méthode stochastique associée, donc pour calculer l'erreur de prédiction liée aux estimations. Et donc ce mémoire propose des expressions stochastiques afin de calculer l'ajustement pour risque. La suite, une continuité possible du mémoire serait de développer des méthodes qui ne nécessitent pas de faire des hypothèses de distribution. Donc, puisque là, on s'est limité majoritairement à des formules fermées. Donc, on est obligé de faire une hypothèse de loi. Donc, on a retenu log normal, normal et gamma, mais ce qui serait bien dans la suite, c'est d'avoir des méthodes qui se baseraient plutôt sur du bootstrap, du rééchantillonnage, et qui, du coup, construiraient une loi qui ne serait pas estimée. Mais dans ce cas, il faudrait pouvoir prendre en compte les pondérations à l'intérieur du bootstrap pour être sûr que les hypothèses soient toujours validées. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, hop, je vais y répondre. Donc, j'ai une question. Donc, bonjour. Comment avez-vous traité les sinistres réglés en rente? Alors, du coup, les sinistres réglés en rente, on n'a pris que les rentes en attente, parce que du coup, les rentes en service, ça dépend de la PM de rente. Et sur les rentes en attente, il n'y a pas eu de traitement particulier sur les polices françaises. Par contre, sur les polices anglaises, du coup, comme je disais, il y a le taux Ogden, donc qui était incorporé directement dedans. Donc, on n'a pas eu le détail, mais on sait qu'il était là. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû retraiter certaines années, donc notamment les années où il a changé, pour ne pas avoir l'effet calendaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, le quantile à 80%, c'est une valeur observée par le marché. Ah, ou pardon, la question c'était pourquoi un quantile à 80%? Donc, en fait, le marché observe des quantiles à 70 ou 80%. Donc, c'est une mesure de prudence. En fait, si on retient que la valeur BE, on serait une valeur de 50%. Donc, on aurait des chances d'être sous-provisionné. Donc, en ajoutant le quantile à 80%, on rajoute en fait la marge pour pouvoir avoir des provisions suffisantes et prudentes. Quel est le temps de calcul pour les données simulées, du coup, je suppose, assez longtemps. Du coup, en fait, là, on a fait des simulations sur un grand nombre de simulations. Euh, mais les temps de calcul, j'ai plus en tête, mais ça tournait la nuit, en fait, pour être honnête. Donc, j'ai plus en tête les temps exacts. J'ai une autre question. Comment expliquez-vous que l'erreur de prédiction soit meilleure avec Born-Ferguson plutôt qu'avec la méthode des coûts moyens? Euh, En fait, ça va dépendre des données. En fait, on n'a pas toujours les données des nombres déjà, donc c'est pas toujours possible d'appliquer la méthode du coût moyen. Et ensuite, il y a la hiérarchie des méthodes, c'est vraiment sur quelque chose d'observé, donc à l'aide des simulations, mais il est possible d'avoir un jeu de données où ce ne sera pas le cas. Donc l'objectif, c'est plutôt de voir en règle générale, est-ce qu'il y a des méthodes qui auraient une erreur de prédiction peut-être inférieure à d'autres. Donc c'est ce que les simulations ont donné. Mais rien n'empêche d'avoir en fait un triangle où la méthode Born-Ferguson donnerait une erreur de prédiction supérieure à la méthode des coûts moyens. Donc c'est ce qui était d'ailleurs le cas pour mes données de la classe exceptionnelle. Donc
sur les données de la classe exceptionnelle, en fait, la méthode du coût moyen donnait l'erreur de prédiction la plus faible. C'était pas la méthode Bannister-Ferguson. Et c'est sûrement lié au fait qu'on a bien séparé les faits liés au nombre et liés au coût moyen. Ce qui n'est pas fait dans la méthode Bannister-Ferguson, puisqu'on considère le triangle dans son ensemble. Donc ensuite, il y a une autre question. Le risk adjustment, c'est la différence entre le quantile à 80% et le BE. Donc oui, enfin, pas forcément à 80%, ça c'est le choix qui a été fait, mais entre le quantile de niveau alpha qui aura été choisi et le BE, oui. Donc si on utilise bien sûr une approche quantile. Je ne crois pas avoir d'autres questions. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à les poser sur le chat ou alors après, n'hésitez pas à me contacter si jamais on ferme la présentation avant que j'ai répondu à votre question. Mais du coup, je pense que je peux vous souhaiter à toutes et à tous un bon après-midi et bon courage du coup pour la fin de semaine. Merci à tous.